Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là je fais c'est le continuum du freestyle 11, d'accord, parce qu'en fait il est en plusieurs séquences. Le freestyle 11 est en plusieurs séquences, d'accord. Donc là j'en ai fait plusieurs, mais du coup je suis obligé de commenter chaque vidéo, tu vois, parce que évidemment dans certains extraits je t'ai pas mis de commentaires dans les précédentes vidéos, mais bon voilà. Après, il y a peut-être des gens qui comprennent pas bien quand je mets certaines vidéos. Bref. Donc là, la vidéo, bah, tu as vu, j'avais préparé un agencement en particulier, on va dire, pour ce freestyle 11, parce que comme il est long, je l'ai fait en plusieurs séquences, qui durent longtemps les séquences, puis il y a un paquet d'extraits. Mais du coup, en fait, je vais modifier l'agencement. Donc normalement, la deuxième vidéo, ça aura dû être les noirs, tu vois. Mais quand je dis les noirs, bah, tu comprends, hein, les noirs de peau. Mais du coup, là, je vais faire un épisode sur les barbouzes, là, qui était déjà prévu, mais je devais pas la mettre en deuxième. Tu vois, je devais pas la mettre juste après l'intro, normalement, cette séquence. Mais bon, je la mets maintenant, je la mets comme ça, là, tu vois. Donc, voilà. Ok. Oh. I just wanna put more. It's enough for us. Great. No, I wanna put. I just wanna put for me. For you? You're very skinny, man. You're gonna hurt yourself. Sorry? You're gonna hurt yourself. No. Is it not problem if I will do with you? You know, man. Just. Есть проблема? Никак нет. I'm sorry. Today is 3x3, like in my training program. That's why I need to put a little bit more. The next step is the squat. Ouais, donc t'as vu pour la petite capture d'écran que je t'ai mis là sur la vidéo, c'est genre le FBI, il demande à YouTube de savoir qui consulte certaines vidéos. Mais je pense que ça fait un petit moment qu'ils leur ont demandé ça. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que sur YouTube, maintenant il y a des ID uniques. Tu vois, il y a... bref, pour les youtubeurs, ils savent de quoi je parle. Normalement, à un moment donné, on avait tous reçu un message qui disait qu'en fait, ils allaient faire des liens uniques pour chaque utilisateur, ce sera plus facile, blabla, blabla. Bon, bref. Donc du coup, là après, l'extrait que je te mets, c'est un mec qui poste des vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, il a un gabarit qui paye pas de mine, tu vois. Mais en fait, il est grave fort, tu vois. Et donc l'extrait que je te mets là, c'est métaphorique en fait. C'est ça, ce que je t'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est que les barbouzes, quand ils tombent sur un gars comme moi, ils se demandent forcément d'où tu sors. Parce que pour eux, tu es un ovni, tu vois. Vu que tu fais partie d'aucune équipe de barbouzes, tu travailles pas pour les renseignements ou qui que ce soit, ils se disent que en fait, c'est bizarre que tu sois aussi fort alors que t'as pas ni la ganache, ni l'apparence d'un type qui soit si aguerri en fait à leur technique de barbouzard. Bon, bref. Du coup, quand ils voient comment tu arrives à les bloquer, en fait, ils sont choqués. Tu vois, ils sont choqués. Et c'est pour ça qu'après, ils te coursent dans tous les sens, ils surveillent tout ce que tu fais, parce qu'ils se disent que c'est pas possible en fait. Qu'un mec, un citoyen lambda, finalement, leur donne des difficultés de compréhension, j'ai envie de te dire. Mais quand je dis de compréhension, c'est que, en fait, ils se demandent d'où vient cette connaissance, tu vois, de leur technique, de tout ce qu'ils font, en fait, tu vois. Bon, voilà. Comme je t'ai expliqué, à force de se faire barbouzer, il suffit de réfléchir, hein, c'est tout. Faites attention à cette arme.
Oui, donc là, l'extrait là que je mets là, c'est genre les gens qui substituent en fait dans les guichets, que ce soit des DAB ou des paiements comment dire, quand tu vas à la pompe à essence et que tu payes avec ta carte bleue, il y a des blocs, ils ont inventé des espèces de monoblocs qui mettent par-dessus le lecteur de carte, et du coup quand tu viens avec ta carte, en fait la piste magnétique de ta carte elle est lue. Et maintenant, vu que toutes les cartes elles ont du NFC, je suppose que le NFC, enfin voilà, il est lu aussi en même temps maintenant, tu vois, qui fait qu'ils peuvent récupérer un tas d'informations quand ils font ça, tu vois. Mais bon, on va te dire que c'est les trafiquants qui font ça, mais c'est des barbouzes qui ont ce genre de matos. Après, voilà, je sais pas par quel biais ça atterrit dans les mains de trafiquants, mais de toute façon, il y a une espèce d'imbrication bizarre entre le monde des barbouzes et les trafiquants, quels que soient les trafiquants, que ce soit de drogue, d'armes et tout ce que tu veux. En vérité, tout ça, c'est quand même noyauté un minimum, tu vois ce que je veux dire. C'est pas aussi freestyle qu'on veut bien te le faire comprendre, tu vois, mais bon. Oui, et je t'avais montré dans la précédente vidéo des captures d'écran, hein, sur ce que je t'avais expliqué, ce qui se passait là. Quand mes connexions sont redirigées sur des serveurs où il y a eu des backdoors qui ont été déposés sur ces serveurs-là et qui étaient estampillés Pegasus. Hein. Bon, alors évidemment, là je vais te mettre un article qui explique qu'en vérité, il y a des groupes de hackers qui ont développé un outil type Pegasus et qui le vendent sur le dark web comme étant du Pegasus, tu vois. Mais en fait, c'est un outil comme Pegasus, mais c'est vendu genre comme si c'était du Pegasus à des personnes tiers. Mais bon, t'imagines bien que vendre ça sur le dark web, voilà, quelqu'un qui a un petit peu d'oseille, il achète ce truc-là, puis voilà, il barbouze les gens avec un outil aussi puissant que Pegasus. Mais je te dirais que le problème ne se situe pas vraiment dans l'outil Pegasus en vérité. Parce que si Pegasus il est capable de faire ce genre de choses sur les téléphones mobiles et compagnie, ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités cachées quelque part dans les téléphones qui permettent ce genre de choses, tu vois. Donc évidemment on va te dire que normalement c'est que des États qui disposent de ce genre d'outils, et encore tous des États, pas tous les États, hein, des États qui ont la thune pour acheter l'outil et qui sont pas sous embargo ou tout ce que tu veux, t'as compris, hein, ou sinon qui ont les moyens de développer leur propre outil, bref. C'est un PC dont on cherche à extraire des informations. Dans un réseau d'entreprises bien géré, habituellement, tout ce qui est branché, typiquement des clés USB ou ce qui est branché sur les hardis est quand même assez surveillé. En revanche, le câble vidéo l'est potentiellement un peu moins. Oui, donc là, l'extrait que je te mets là, c'est un gars, a priori, qui se fait interviewer. Et donc, bah, tu as vu dans le titre, hein, je te fais pas un dessin. En fait, le type, il piège en fait les câbles HDMI. Ils mettent alors ça, c'est ce qui t'explique dans la vidéo. Mais toujours est-il que si tu le dis dans le mainstream, parce que là, évidemment, c'est un truc qui sort du mainstream, l'extrait que je te mets là. Mais évidemment, si l'autre, il t'en parle assez librement comme ça, c'est qu'en vérité, ils ont quelque chose de plus efficace que l'histoire du HDMI enfin, tu vois, sur lequel est enregistré ce qui se passe sur ton écran. Ok. En vérité, à mon avis, maintenant, ce qu'ils font directement, comme pour les smartphones, hein, parce qu'évidemment, dans les télés connectées, là, toutes les télés sont connectées maintenant. Et toutes les télés, elles ont quoi? Elles ont du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc on peut bien imaginer que la même chose qui a été mise dans les smartphones, qui permet à l'État, entre guillemets, de surveiller ce que tu fais sur ton téléphone, on peut imaginer que la même chose a été mise dans les Smart TV. Dans les Smart TV, à mon avis, il y a un truc qui permet un remote control sur la Smart TV. Ok, et en plus, comme elle est en Wi-Fi, enfin voilà, même pas en Wi-Fi, mais disons que dedans, il y a peut-être un truc, un module sur une fréquence spécifique. Et si tu as les outils qu'il faut, type voilà, les renseignements, tout ce que tu voulais, barbouze, ils peuvent se connecter sur ce truc-là et voir ce que tu vois sur ta télé, en fait. D'accord? Voilà. Donc, quand ils te montrent ça, là, l'histoire du câble HDMI, ça, c'est une technique ancienne, ça. Quand ils te la montrent comme ça et qu'ils t'en parlent, genre, c'est pas un truc d'actualité, ça. Hein. Ça, si c'est d'actualité, c'est déjà plus ni les renseignements ni les barbouzes qui font ce genre de choses. C'est en fait
je vais pas te dire les hackers bas de gamme, mais voilà, des hackers, quoi. Des hackers, que ce soit des black hats ou des grey hats, comme ils disent, tu vois, qui sont à la fois des black hats et des white hats. Bref. Donc là, voilà. Donc, on a développé un petit enregistreur vidéo qu'on a camouflé dans un adaptateur HDMI. Et donc, ça, c'est ce qui est typiquement branché à l'ordinateur et qui va être connecté à l'écran. Et là, on a une petite carte SD sur laquelle, en fait, va être enregistré le flux vidéo. Donc, l'idée, c'est par exemple qu'on arrive à avoir accès à l'ordinateur de la personne en dehors de ses heures de travail. On va échanger les câbles vidéo. Donc, remplacer le câble d'origine par le câble QG. Donc, à partir de là, tout ce qui est fait à l'écran par la personne est enregistré sur la carte SD. Oui, donc là, l'extrait que je te mets là, c'est un chip dans un van. Il roule comme ça dans les rues de Paname, ou que ce soit Paname ou autre. Hein. Et en fait, ils appellent ça, genre, ils cambriolent les maisons sans rentrer chez les gens. Mais ouais, parce qu'en vérité, vu que tout est connecté quasiment, smartphone, smart TV, ordinateur, etc., ben, en fait, le mec, voilà, comme tout ça, c'est pas très sécurisé. Et même si tu sécurises, comme je t'ai dit, voilà, les barbouzes qui ont le matos pour faire le job, hein, j'ai envie de te dire, ils bypassent tous ces trucs-là. T'as compris? En fait, tu peux sécuriser comme tu veux. Eux, ils bypasseront tes sécurités. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on t'explique. Hein, c'est un hacker. Tu vois, donc c'est pas un mec qui travaille pour le gouvernement, soi-disant. Et du coup, il utilise des techniques que n'importe qui a, on va dire, le niveau informatique saura faire. Tu vois, et même si tu n'as pas le niveau informatique, il existe des tutoriaux sur Internet où il est largement faisable de répliquer ce que tu lis dans le tutoriel pour faire ce genre d'effraction numérique, on va dire, entre guillemets. Et donc le mec, ben voilà, quand il se connecte sur les téléphones, les ordinateurs, récupère des photos, des vidéos, tout ce que tu veux, t'as vu? Et voilà, en fait, l'idée là, c'est que quand tu fais ça, après, il peut, entre guillemets, il peut faire chanter les gens, tu vois? C'est-à-dire, si t'as un mec qui fait des trucs ou je sais pas quoi, vrai, ça dépend ce que tu fais, mais bon, voilà, si t'es pas si t'es un mec qui a des trucs à se reprocher et que lui, il trouve des biscuits sur toi comme ça, bah, t'as vu, après, il peut te demander des rançons, tu vois, pour pas qu'il te balance, soi-disant, tu vois. Bref. Quelque part, en région parisienne, un homme nous a donné rendez-vous dans ce quartier pavillonnaire. Il souhaite dissimuler son identité, car il s'apprête à s'introduire dans cette maison, sans passer par la porte d'entrée. L'homme est équipé d'un ordinateur et d'une petite antenne. Il s'agit d'un hacker, un génie de l'informatique. Avec cette antenne-là, on va pouvoir capter des réseaux Wi-Fi à très longue portée, grâce à sa puissance. On va avoir 100 mètres, 200 mètres de portée. C'est tellement puissant que normalement c'est interdit à l'utilisation en France. Comme des millions de Français, cette famille possède une connexion Internet. Et c'est précisément ce qui va permettre aux hackers cette effraction numérique. Ça va être la porte d'entrée. Bon, les portes d'entrée sont plus ou moins bien fermées. Voilà, donc là on est connecté au réseau Wi-Fi. Donc il a trouvé 18 machines connectées. Ces 18 machines, ce sont des ordinateurs, des téléphones portables, une tablette, une télévision, mais aussi des caméras de vidéosurveillance. Et ce sont justement ces caméras, souvent mal protégées, qui vont lui permettre de jeter un œil dans la maison. Et bingo, là on est chez eux. On voit donc le monsieur qui est en train de tapoter sur un ordinateur portable. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'il est en train de faire sur cet ordinateur portable. Et c'est exactement ce qu'il va faire. L'homme peut espionner en direct toute l'activité Internet du propriétaire, sites visités, photos téléchargées, mais aussi les achats effectués. Alors, par exemple, là on voit qu'il a cherché des chaussures. Alors, vu la taille, c'est forcément pour enfants. Donc ça veut dire qu'il a des enfants, et puis ça, c'est pas des chaussures de filles. Donc il est un petit garçon. Petit à petit, le hacker réalise le portrait robot de la famille. Sur un autre ordinateur connecté, il découvre que quelqu'un est en train de consulter un site de recettes de cuisine.
Il pourrait s'agir de la maman. Ça va commencer à être l'heure du dîner. Fromage parmesan sur salade. En quelques clics, le hacker s'est invité dans l'intimité de cette famille. À l'image, nous découvrons une femme et ses 2 enfants, un garçon et une fille. À distance, l'homme active le son grâce au micro d'un téléphone portable. Désormais, il entend tout. Tata, tu peux envoyer un texto à Ken là, sur mon téléphone. Tu dis on peut partir. Les nouvelles technologies qui sont censées faciliter notre quotidien, ça rend notre vie privée quand même plus vulnérable, puisqu'un téléphone portable, ça a une caméra, ça a un micro, ça a un GPS. Donc c'est l'espion parfait en fait. Si ce père de famille avait quelque chose à se reprocher, cet espionnage pourrait être dramatique. On pourrait le faire chanter avec ces images-là, on pourrait écouter. Donc là c'est pareil, hein. L'autre extrait que je te mets là, que j'ai mis là, c'est en fait sur les gens qui perdent leur téléphone ou qui le revendent. Tu vois, même les gens, quand tu revends ton téléphone, ben, il faut essayer un minimum de formater le téléphone. Parce qu'en vérité, si tu le formates pas, mais voilà, il faut faire un formatage bas niveau, j'ai envie de te dire, parce que sinon, quand tu vends le téléphone, à mon avis, les trucs back market et compagnie là, mais en fait, à mon avis, avant de reconditionner le téléphone, ils récupèrent toutes les données voilà, qui peuvent être collectées sur les téléphones qui sont rachetés comme ça. Tu vois? Donc ça c'est sûr et certain, ils font des trucs comme ça. Bon, bref. Un mot de passe, je vais tout simplement lancer mon programme. Je vais utiliser un outil qu'on peut trouver en fait sur internet. Et en lançant plusieurs commandes à la suite, je vais tout simplement supprimer le mot de passe. Voilà. Donc le téléphone redémarre. Il n'y a plus de mot de passe. J'ai directement accès au téléphone. Ça a l'air très facile. C'est extrêmement simple. Ça prend 10 secondes. C'est vraiment très très rapide. Dorian peut même aller plus loin et télécharger le contenu du smartphone sur son ordinateur en quelques secondes. On peut retrouver absolument tous les messages, toutes les conversations que la personne a eues avec tous ses contacts. Aujourd'hui, on va retrouver beaucoup plus de données sur un smartphone que sur un ordinateur. Et toutes ces données sont la plupart du temps non chiffrées. Donc il suffit de voler le téléphone ou d'avoir accès quelques minutes à ce téléphone et on va pouvoir tout récupérer et tout analyser. Et toutes ces informations restent dans notre téléphone bien plus longtemps qu'on pourrait le penser. Le succès des smartphones et la course au modèle dernier cri a créé une nouvelle tendance. La revente des vieux téléphones. 15% des appareils achetés sont des modèles d'occasion. Avec la complicité d'Eric Filiol et de ses étudiants, nous décidons de réaliser une expérience. Nous achetons un de ces appareils sur un site internet de petites annonces et nous le faisons examiner par Thibaut. On voit bien qu'il n'y a rien. Pas de message, pas de contact, pas de photo. Donc a priori le téléphone est vide. Mais Thibaut va nous montrer que les apparences sont trompeuses. On va utiliser un logiciel de récupération de données effacées. Il est disponible gratuitement sur internet. Comme ce qu'ont les spécialistes qui récupèrent les photos effacées d'un appareil photo ou les disques durs endommagés. Donc je vais le lancer. Instantanément, le logiciel trouve des traces de l'ancien propriétaire du téléphone. Ça évolue au fur et à mesure. En fait, Thibaut est en train d'accéder à une partie du téléphone invisible pour les utilisateurs, la mémoire. À la fin de l'opération, le logiciel a récupéré plus de 48 000 fichiers. On a des photos qui vraisemblablement sont des photos personnelles, qui ont été prises par l'utilisateur. Voilà, on a des portraits. On retrouve souvent les photos des mêmes personnes, toujours en couple. Ça fait limite photo de mariage. Sans en avoir conscience, l'ancien propriétaire a rempli son téléphone d'informations confidentielles. Il est allé jusqu'à y mettre sa vie intime et des photos embarrassantes. Ah bah c'est simple, on a toute sa vie. Privé, professionnel, on a tout. On peut reconstituer ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est passé. On peut recouper ça avec des informations qu'on trouverait sur internet. Qu'est-ce qu'il a fait comme études, quel réseau il fréquente, etc. Pour savoir vraiment, le profil de cette personne. Puis après, oui, là, vu les photos qu'on a, oui, il y a moyen de le faire chanter, sûrement.
Tous nos smartphones contiennent ainsi de véritables portes ouvertes sur nos vies privées. Selon l'expert Eric Filiol, elles sont placées par les fabricants par nécessité. Quand vous avez une affaire de pédophilie, quand vous avez une affaire de viol, j'ai eu à travailler il y a quelques années sur des affaires de viol où les gens s'étaient filmés. Bon. Donc là on comprend, on se dit bah chouette, au moins ça permet l'action de l'État et ça permet de lutter contre les, si vous voulez, les acteurs les plus nauséabonds de la société. Oui, parce que c'est pareil, là le chip là il t'explique quoi là? Le chip il t'explique qu'en fait les fonctionnalités dont je t'ai dit qui sont exploitées par Pegasus et tous les logiciels voilà, qui sont utilisés par des barbouzes, des renseignements, en fait le mec il te dit que ces fonctionnalités-là, elles ont été voulues dans les smartphones, voilà, pour toper les gens bizarres, tu vois ce que je veux dire? Les gens qui font des trucs, voilà, salaces, voilà, c'est comme ça qu'ils te le vendent, là, le truc. Je veux bien, hein. Je veux bien entendre ce truc-là, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de gens que ça qui font des trucs aussi salaces que ça, qui se font toper, hein. J'ai pas le sentiment que ces gens-là se font attraper, malgré ce que tu as mis dans les smartphones et compagnie, tu vois. Et en plus, voilà, lui, ce qu'il dit là, par rapport aux gens qu'il faudrait attraper, parce que voilà, s'ils font des trucs comme ça, excuse-moi, mais même sur le dark web, hein, tu as plein de gens comme ça qui se baladent sur le dark web, pas beaucoup qui se font péter, hein, c'est rare. Hein. Des fois, il y a un petit coup d'éclat comme ça, mais c'est tout. Hein. En revanche, ça pose un énorme problème en cas de mauvaise pratique. Il faut vraiment que les gens reviennent à cette conception qu'on ne peut pas tout dire sur un téléphone quand on n'a pas la certitude qu'il soit sécurisé. Eric Filiol et son équipe ont développé un smartphone entièrement sécurisé. Pour 550 €, il protège intégralement notre vie privée. Les données effacées sont cryptées et l'appareil se bloque dès qu'on essaie de forcer le mot de passe. Ouais, donc t'as vu hein, les trucs que je t'expliquais là dans mes précédentes vidéos sur les histoires quand ils viennent chez toi, voilà, pour barbouzer chez toi, que ce soit technologiquement ou autre. En fait, même si t'as alarme et tout ce que tu veux, tout ça est bypassable. Hein. L'extrait que je vais te mettre là en est la preuve. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, tu peux sécuriser comme tu veux ton domicile. T'inquiète pas, s'ils ont le matériel et tout ce qu'il faut pour rentrer, ils rentreront, tu vois. Ouais, donc là, l'extrait aussi que je te mets là, c'est par rapport au cargo là, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias là. Le cargo qui a détruit un pont aux États-Unis là. En fait, le cargo, on voit qu'il s'est fait pirater le cargo. Tu vois, il a rencontré un dysfonctionnement, voilà, avant d'arriver à son port d'attache, j'ai envie de te dire, qui fait qu'il a percuté le pont. Et ça, c'est pas n'importe qui fait des trucs comme ça. Hein. C'est pas à la portée de n'importe quel hacker, j'ai envie de te dire. Hein. Ou sinon, voilà le hacker de haut vol. Mais les hackers de haut vol, ils sont connus des gouvernements. Hein. Rêvez pas. Hein. Les mecs comme ça, qui sont hyper bons, ils se font toujours découvrir par des équipes de barbouzes ou de renseignements, mais après, ils leur demandent de bosser pour eux. Tu vois, c'est ça le truc. À cause de sa compétence, tu vois. Et donc là, l'autre extrait que je te mets là, c'est un citoyen lambda en fait qui s'est pris une barbouzerie. Parce que là, ce qu'il explique là, moi je le sens comme ça, tu vois. Il s'est fait barbouzer, mais il s'est fait barbouzer administrativement parlant. Je vais te mettre l'extrait où il raconte son histoire vite fait là. Et voilà, après je te commenterai avant de te mettre une autre vidéo qui le concerne aussi, tu vois. Et la police saisit du coup ma Starkvarg, ma motocross, ma 50 Aprilia.
Mon vélo, j'avais un vélo électrique. Bon, après les outils de la Starkvarg, le chargeur de la Starkvarg, mais surtout aussi ils saisissent mon moyen de transport et ils prennent mon camion. Donc j'ai plus de véhicule. Mais encore une fois, quand ils me disent on va prendre les motos, mais moi je capte pas, je dis ok, mais vous avez un camion aussi pour les prendre ou pas Je dis limite, j'ai même dit si vous voulez je les ramène. Ok, il me dit non, on a une dépanneuse qui arrive et tout. Je dis ouais, vous prenez le camion et tout. Là je commence à faire ouais, mais je comprends pas là. Je dis c'est quoi, c'est un truc de fou. Je dis mais j'ai fait quoi de mal? C'est vraiment l'inconnu pour moi. Encore une fois, je suis pas là pour faire une vidéo pour attiser la haine envers les gendarmes, la police, l'État, la législation, la loi, etc. Les gars, ils me reprochent des faits qui sont graves, je vais vous les dire après d'ailleurs. Donc s'ils font ça, c'est que pour eux, ils estiment que c'est légal, hein, qu'ils doivent faire ça. Ok, on n'est pas là pour débattre de ça, je vous explique juste ma situation. Donc ils vident mon camion, vous avez vu, il y a la cage du chien, bon, il y a tout, il y a mon sac de crosse. Ensuite, mise en garde à vue. Mais en fait, la perquise, ça se passe bien. Il reste 3 heures ici, tu vois, ça se passe bien. Bon, quand tu vas aux toilettes, par contre, il faut laisser la porte ouverte. Et puis, ils mettent les menottes. Après, ils me disent, on va mettre les menottes, on va vous ramener à l'hôpital pour procéder à la garde à vue. Bon, je dis, purée, les menottes, c'est obligé, les menottes. Ouais, menottes obligatoires et tout. Putain, mais je dis, mais attends, imagine, je crois des abonnés, mec, comme ça, avec les menottes. Je sais pas, c'est pourquoi. Vous êtes sûr, on peut pas éviter de mettre les menottes? Enfin, j'étais hyper agréable, j'ai collaboré quoi, avec eux. Je dis, mettez-moi pas les menottes, je partirai pas. Hein. C'est tout, c'est comme ça, c'est la règle. Donc ils m'ont mis les menottes que j'ai passées dans le pull. On a été à l'hôpital. Ils m'ont fait une petite question à répondre, savoir si j'étais pas fou, tu sais, pour l'audition, etc. Ensuite, on arrive à la gendarmerie. J'ai courte. Ils saisissent du coup première audition. Et la police judiciaire de Lille plus notre institution, j'en sais rien. Ils me font une enquête patrimoniale. Combien je gagne, combien je génère, ce que j'ai dans la vie. Mais en fait, toute l'enquête elle est ficelée. En fait, quand ils sont venus, les gars, ils connaissaient plus ma vie que moi. Tu vois. Ils me demandaient les tout, ma M3, bah je l'avais vendu. Mes motos, etc. Bah ça c'est vendu. Bref, ils me font une enquête patrimoniale. Bon. Je gagne combien, mon niveau de vie, etc. Mais moi, je suis un mec très minimaliste, très simple. Moi, si je fais mes tournages, je vais à la moto cross une fois par semaine, un peu à la boxe la semaine, et je fais une friterie par semaine, ça y est, c'est tout. Et je veux dire, je regarde mes lives le soir dans mon canapé, je suis avec mon boudin, mon chien, et c'est tout. Ils m'ont demandé si j'avais des Rolex, des sacs Louis Vuitton, des trucs un peu chers, etc. Mais pas du tout. Après, je collabore, hein, je comprends pas trop, etc. Après, je mange. Et je vais en cellule. En cellule, je suis resté 2 heures et là, je crois-moi que tu te refais le monde. Hein. T'es là, il y a 4 murs, il n'y a pas un bruit. Et je réfléchis et je dis, mais... En fait, le premier truc que je me dis tout de suite, les gars, c'est... Moi, je veux continuer à faire mes vidéos. C'est vraiment là où je me dis, mais mec, je suis un taré de la vidéo. Genre, je kiffe, c'est ma passion de ouf. Je veux faire que ça et je peux faire que ça, en fait, limite, tu vois. On me reproche, pardon, je vais venir en fait. C'est con, j'ai pas mes ordres de saisie. Dessus, il y a tout écrit, mais j'incite les personnes à faire des rodéos sur voie publique. La promotion des rodéos, en fait, dès que tu publies la vidéo, tu fais la promotion. Tout ça, c'est des faits qui me sont reprochés. Conduite avec un permis qui n'était pas adapté. Conduite dangereuse, je crois. En fait, vous savez, quand je fais mes présentations, après, on fait un test. Et moi, le test, le gars, je le filme. Et en fait, il s'avère que sur quelques vidéos, apparemment, ils ont estimé que quand je leur dis « Allez, on passe au test », ou d'autres phrases comme à fond, je lis juste ce qui est écrit sur les ordonnances. À fond, ou que je fais des références à l'autoroute Autobahn, que le circuit de Croix-en-Tarnois. Voilà, en fait c'est de l'incitation. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, je suis pas en train de dire que c'est vrai, je vous explique juste les faits. Et la promotion d'un comportement non adapté à la route, etc., c'est juste le fait de... Le mec, je le filme, il fait un truc comme ça, j'aurais pas dû laisser en montage, j'aurais pas dû la publier la vidéo. C'est les gros faits qui me sont reprochés. Oui, donc comme je t'expliquais là, tu vois, le gars donc il s'est fait barbouzer, administrativement parlant. Et donc il s'est fait barbouzer par l'État, j'ai envie de te dire. Hein. Il s'est fait barbouzer administrativement. Je pense que c'est les flics qui ont dû vouloir qu'il se fasse barbouzer comme ça. Parce que l'extrait que je vais te mettre là, en fait, quelque part, il balance un truc sur les flics. C'est-à-dire, il parle avec un gars. Alors, je sais pas si le gars vraiment c'est un flic, mais ce qu'il explique, c'est sûrement vrai, tu vois. Ça veut dire que
quand les flics, voilà, pour un excès de vitesse, tout ce que tu veux, ils attrapent quelqu'un. Si jamais le type fait partie de la maison, en fait, ils le laissent partir. Ils ne le verbalisent pas, en fait, tu vois. Et donc, voilà, ce genre de vidéo, je dirais, est nuisible pour l'image de l'administration policière ou des gendarmes, tu vois, entre guillemets, parce que, voilà, les gens vont dire, attends... les gens, quelque part, vont commencer à se rebeller en disant « Ouais, nous, vous nous verbalisez, mais entre vous, t'as vu, il y a des passe-droits, des machins. » Et donc, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait barbouzer. Alors, évidemment, on lui a expliqué que ces vidéos, c'était une incitation à faire des rodéos, etc., etc. Donc, moi, du coup, j'ai parcouru, tu vois, quelques-unes de ces vidéos. J'ai pas vu de vidéo, voilà, où il montrait des rodéos sauvages de fous, non. En fait, il filmait genre des mecs qui ont des caisses tunées de dingue. Et en fait, le mec fait un run sur 50 ou 100 mètres. Hein. Mais quand je te dis un run, il accélère vite fait. Première, deuxième, ça y est, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de rodéo sauvage de dingue. Genre, il fait des burns sur un rond-point, comme tu as pu voir dans Fast and Furious. C'est pas ça que le mec montrait dans ses vidéos. Alors moi, j'ai regardé que son compte TikTok. J'ai pas vu si sur YouTube il a mis des vidéos plus longues, mais ils auraient quand même pu, avant de venir quand même le lever comme ça, lui dire ouais bah en fait enlève tes vidéos, enfin enlève les séquences problématiques, c'est-à-dire les runs sauvages dans les rues, parce que c'est des routes ouvertes, c'est pas des routes fermées, tu vois, les routes ouvertes ça veut dire il y a la circulation, mais voilà bref. Contrôle de police, monsieur! Vous êtes à 2,20. C'est quoi votre métier? Un truc qui m'interpelle vite fait parce que je fais pas gaffe, mais j'oublie ta profession. T'as pas de rétro? T'as pas de chicane? Si, j'ai le rétro. Ouais, enfin, t'es d'accord, c'est pas autorisé. Si, ça c'est homologué ça. Ouais. Genre toi, tu croises un mec, tu peux rien lui dire. Après, tant que t'as un rétro, tu poses pas de problème. Bon, et la chicane, tu gères comment alors si tu te fais arrêter? T'essayes d'être compréhensif, hein. Après t'essayes un peu de marchander. Je m'étais déjà fait contrôler, les collègues voitures banalisées, ils savaient pas que j'étais fonctionnaire du coup de police. Ouais. Ils arrivent un peu en mode ils mettent sur le côté et tout. Ils disent ouais t'as dépassé par la droite, c'est quoi ce bruit, tout ça. Allez. Moi je dis rien, je dis y a pas de souci, tout ça, et moi je dis pas, je avance même pas ma qualité. Du coup moi je leur donne mes papiers, tout ça, et puis question banale que tous les policiers posent, hein, vous faites quoi dans la vie? Ouais. Bah, je leur dis mon métier, tu vois, je peux leur dire. Je suis policier, comme ouais. Il fait oh putain, ah mais faut le dire tout de suite. Ah non. Je dis vas-y, arrange-moi ça, fais attention. Non. Juste comme ça, et c'est parti, fini. Ouais. Incroyable. Tu le savais en vrai, non, ça allait se passer comme ça. Bon, je le sais, oui. C'est déjà arrivé que des collègues policiers, ils se mettent des amendes entre eux quand même? C'est rare, mais tu peux le faire quand même, parce que des fois tu tombes sur des collègues, même si tes collègues, ils peuvent mal te parler, te prendre pour de la merde. C'est bizarre quand même. Ah ouais. C'est bizarre, c'est touchy, hein. Il y en a qui se sentent un peu allés, je pense, parce que justement ils sont collègues. Par contre, dès lors que t'es sympa, je suis policier. Si t'es respectueux, que tu m'en pas de... Ouais, si t'es cool, mais t'en as, t'arrives, tu contrôles direct, à peine arrivé, ouais, je suis collègue. Bonjour. Ah oui, ok. En fait, il faut être à sa place, tranquillou. Ouais, Et si t'es gendarme, c'est pareil ou c'est pas pareil? Moi, gendarme, ça m'est égal, c'est pareil que policier. Hein. C'est là pour faire la paix. Ouais, voilà, si le mec est sympa et je vois qu'il est gendarme, je vais pas l'emmerder plus que ça. Je sais que moi, si le gars n'a pas de chicane, j'ai pas de chicane, donc je vais pas lui mettre. Ouais, c'est marrant de savoir un peu comment ça se passe entre collègues, comme vous dites, ouais, c'est souvent ça, entre collègues. Putain, les flics, ils auraient dû tout acheter ma marque à l'époque, c'était le jeu crew, c'était collègues. Ah, tous les flics en c'est le jeu crew. Ouais, donc là je te mets un autre extrait aussi. Alors là, ça concerne le président de la République en vérité, parce que le mec qui parle là, il est en audition, je sais pas où, enfin au Sénat, je crois, au Sénat, et en fait il explique que dans le cortège du service d'ordre du président, il y a des gens qui bossent pas pour l'État en fait. C'est des mecs qui viennent de sociétés de sécurité privée. Excuse-moi, mais quand tu fais ça, il y a deux solutions. Soit tu n'as pas confiance dans le dispositif de sécurité qui est mis en place pour protéger le président. Ce qui voudrait dire que tu considères que les services de sécurité du président sont incompétents. Donc tu prends du personnel en plus extérieur à l'État, finalement, au service de l'État, parce que et tu te dis qu'ils n'ont pas
du renfort ne serait pas malvenu, entre guillemets, c'est ça. Ou sinon, si c'est pas ça, c'est que tu ne fais pas confiance à ton propre service d'ordre, c'est-à-dire le service d'ordre étatique. C'est-à-dire, limite, tu as peur d'un coup d'État, j'ai envie de te dire. C'est presque le sentiment que ça laisse transparaître quand le mec il explique ce qu'il vient d'expliquer là, tu vois. Hormis, je l'ai dit tout à l'heure, hormis celui qui a été vu employé de la République En Marche, hein, d'après ce qu'on peut savoir, selon les éléments en ma possession, il semblerait manifestement qu'au sein du GSPR, j'insiste bien sur le semblerait avec le conditionnel qui s'impose, qu'effectivement au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors gendarmerie, hors du champ de la mission régalienne de sécurité qui doit être celle du GSPR et de la protection du président de la République et de son épouse, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation, ce ne sont ni plus ni moins que, sans que ce soit péjoratif, parce que j'ai beaucoup de respect pour les métiers de la sécurité privée, mais ce sont des vigiles qui étaient employés aujourd'hui manifestement par M. Benalla dans le cadre de la protection de la présidence de la République. Oui, effectivement. Monsieur le secrétaire général, cette information que vous nous donnez est extrêmement importante. Est-ce que vous êtes en mesure de la sourcer ? Je vais la sourcer. Moi, j'ai les renseignements que j'ai, c'est bien évidemment à travers nos réseaux de délégués au sein du service de protection des hautes personnalités du SPHP, hein, et bien évidemment par effet, je dirais, sur le GSPR. Les éléments que j'ai eus m'ont été rapportés effectivement par mes représentants locaux qui m'ont dit, effectivement, qui m'ont affirmé qu'il y avait des groupes de privés qu'ils travaillaient, en l'occurrence, avec M. Benalla et qui provoquaient justement des tensions avérées entre les fonctionnaires de police et M. Benalla et ses comparses, qui en l'occurrence, et ça serait d'ailleurs un des motifs de la réorganisation des GSPR dans la perspective de la protection du fort de Brégançon pendant les vacances du président. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vos correspondants vous ont indiqué le nombre de vigiles? Non, je n'ai pas le nombre précis, Monsieur le Président, mais on peut s'en enquérir et je ne manquerai pas de porter à votre connaissance, si vous me le permettez, de tels renseignements. Je ne vous le permets pas, je vous le demande. Bien reçu, Monsieur le Président. Le nécessaire, la collecte de renseignements va s'entamer sans délai. Oui, donc là, je te remets l'extrait que j'avais mis dans une précédente vidéo sur les citoyens lambda qui se font barbouzer. Et quand je te dis les citoyens lambda, là, l'extrait que je te remets, là, c'est l'extrait de la meuf. Une meuf qui marche comme ça dans un couloir, ça a l'air d'être un couloir d'hôtel ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a un type qui marche derrière elle avec un seau, style c'est un mec de l'entretien, ce genre. Et le mec de l'entretien, il a une capuche hein, et une casquette. Hein. C'est un mec de l'entretien, il est habillé comme un civil, le type. Donc c'est pas un mec de l'entretien. Donc t'imagines bien que la personne qui se fait barbouzer, là en l'occurrence, c'est la meuf. Et donc la meuf qui se fait barbouzer, elle sait qu'elle se fait barbouzer, je pense, tu vois. Mais donc elle en a plein le cul, tu vois. Et du coup, quand elle marche, elle se rend compte que le type derrière, c'est une barbouze qui est en train de la barbouzer, tu vois, entre guillemets. Du coup, elle fait demi-tour. Et quand elle fait demi-tour, le mec, il essaie de lui faire un croche-pied avec le seau. Et du coup, la meuf, quand elle veut se défendre, quelque part, il lui fout le balai dans la face. Après, il la jette contre le mur. Enfin, tu vois, la sauvagerie de ouf, quoi, tu vois. Alors que c'est lui qui barbouze la meuf, t'as compris? C'est toi que c'est elle qui se fait barbouzer, mais du coup derrière le type, quand elle veut quelque part l'agresser, parce qu'elle en a plein le cul de se faire barbouzer, bah, il lui fait une dinguerie comme ça, tu vois. Bref. Ah ouais, et l'autre extrait que je vais te montrer là, alors je te le dis tout de suite, hein, c'est pas une incitation à la violence, je te le dis direct, mais c'est pour que tu vois un petit peu comment ça se passe en vérité. Quand les gens ils se font trop barbouzer, qu'ils comprennent qu'ils se font barbouzer, mais qu'ils en ont marre. Ils en ont marre peut-être parce qu'ils ont été se plaindre et qu'il n'y a pas eu de réaction.
Et du coup, comme il n'y a pas de réaction, enfin, tu vois, genre tout le monde s'en bat les couilles que tu te fasses barbouzer, tu vois. Du coup, les gens, ils veulent organiser leur propre défense. Et là, l'extrait que je vais te mettre là, c'est une meuf, elle rentre dans un magasin, et dans ses mains, mon vieux, elle a une hache. Mais une hache de bûcheron, une hache géante, quoi, tu vois. Et en plus de ça, tu verras, quand elle fait le tour du magasin, quand elle revient, elle a en plus de ça un couteau dans la poche. Dans la poche arrière de son jean, elle a là le couteau. Un couteau de cuisine. Hein. Et en fait, je pense que, tu vois, comme elle se fait barbouzer, qu'elle sait qu'elle se fait barbouzer, elle sort armée, la meuf. Tu vois, mais sans pitié, quoi. Même pas, elle met la hache dans un sac. Hein. Elle rentre dans la boutique avec la hache dans les mains, tu vois. Et du coup, il y a deux personnes dans le magasin. Il y a une meuf qui est à la caisse et il y a un gars. Et le gars qui rentre, je pense que la meuf, elle l'a identifié comme étant faisant partie du dispositif qui est en train de la barbouzer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce qu'elle vient? Elle se met devant lui, tu vois. Et elle lui parle, mais on n'entend pas ce qu'elle lui dit, tu vois. Mais je pense qu'elle lui dit, ouais, hein, tu fais partie du dispositif qui me barbouze. Et je pense, elle est en train de lui parler, tu vois. Je sais pas ce qu'elle lui dit exactement, mais je pense que c'est ça qu'elle lui dit. Elle lui dit, ouais, t'es un des mecs qui me barbouze, tout ça, nanana. Et le mec, il doit dire, non, tu vois, il doit faire l'innocent ou je sais pas quoi. Même peut-être qu'il est innocent. Hein. Je te dis pas que... Voilà. Hein. Mais du coup, la meuf, je te commente même pas, tu verras dans la vidéo. Mais voilà, c'est ça que je te dis. Quand les gens ils se font barbouzer, après on vient t'expliquer à la télé qu'il y a des gens qui ont poignardé voilà les gens dans la rue. Mais c'est ça. Quand les gens ils se font barbouzer et qu'ils se disent que personne va rien faire pour eux, et voilà, et que c'est le seul moyen pour eux de se défendre de la barbouzerie, bah, ils font des dingueries comme ça. Alors je sais, quand je te dis ça, vu que dans ma précédente vidéo, je t'avais dit que personne ne ferait rien par rapport à la barbouzerie que je me mange, mais t'inquiète pas, moi, je t'ai dit, je suis pas un dingue, tu vois. Donc j'irai pas faire une dinguerie de ce genre, dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu saches qu'il y a des gens qui n'ont pas ma résistance psychologique. Tu vois, il y a des gens, ils partent en vrille super vite et ils s'énervent vite, tu vois. Donc quand ils s'énervent vite, il y en a, ils deviennent violents. Voilà, et quand c'est l'ultra-violence parce qu'ils se font trop barbouzer, bah, ça donne des trucs comme ça.
Ouais, et l'autre extrait là que je te mets après, là, pour que tu comprennes bien qu'il y a des gens, ils se font barbouzer, mais le citoyen lambda, c'est transparent pour lui, ce genre de choses. Là, l'extrait que je vais te mettre là, tu vas croire que c'est une agression, une simple agression de quelqu'un comme ça, mais non en fait. Le type, il s'est pris un guet-apens. Et là, le guet-apens qui s'est pris, c'est un guet-apens en mode ils veulent le buter. Hein. C'est pas, ils viennent pas juste pour le bolosser vite fait. Ils viennent pour le tuer, le type, tu vois, clairement. C'est ça. Parce que quand je vais te mettre la vidéo là, tu vas voir, le type il arrive, il y a une caméra de surveillance qui filme le truc. Le mec il arrive, et en fait il commence à se faire alpaguer par un type. Et le type il commence à le chiffonner, il le fait, tu vois, commence à le trimballer, tu vois. Il y a un autre type qui est là, et l'autre type qui est là c'est son fils. Alors je te dis ça parce que c'est le commentaire qu'il y avait dans le tweet. J'ai pris la vidéo sur X, tu vois. Et donc dans le commentaire, le mec il expliquait, heureusement qu'il y avait le fils du gars, le jeune qui défend, le gars qui se fait attaquer au début, c'est le fils du gars. Et le mec dans le commentaire il dit heureusement qu'il y avait son fils, sinon le mec serait mort, tu vois. Parce que clairement l'autre il voulait essayer de le buter, tu vois, il essayait de l'étrangler. Et ça c'est une méthode de barbouze, hein. T'as déjà entendu ces trucs là, ces histoires de strangulation. Genre soi-disant pour maîtriser quelqu'un, mais en fait en définitive le type il finit par en mourir, tu vois. Donc là le type il est en train et ils sont deux sur lui en plus, hein, et il est en train d'étrangler le vieux par terre, tu vois. Enfin le vieux, je sais pas quel âge il a, mais bon bref. Et du coup le jeune qui voulait défendre son père, en fait il se fait alpaguer par un autre mec qui surgit de nulle part, hein. Donc tu vois, c'était un dispositif de barbouzerie là, clairement. Donc il y a un type qui surgit de nulle part, qui attrape le jeune pour l'empêcher de défendre le vieux. Et il le tient comme ça et tout. Et t'as un autre gars encore qui arrive. Et l'autre gars qui arrive, il fait style, c'est un passant normal. Mais en vérité, il est là aussi. Il fait partie du dispositif de barbouzerie. Parce qu'il essaye de retenir le jeune qui essaye de se défendre. Il essaye de lui tenir les mains, mais pas trop, tu vois, vite fait, pour pas que les gens, s'il y a des passants, pour pas que les passants le détectent comme étant une personne faisant partie du dispositif de barbouzerie. Mais là ils étaient 4 les types pour barbouzer un gars, mais comme le gars il n'était pas tout seul, ben voilà. Et le jeune il arrive à se libérer en fait du type qui le tient, et après il vient, il met un shoot dans la face du mec qui fait que le mec lâche son père, tu vois. Mais je t'ai dit, quand les gens se font barbouzer comme ça, c'est pour ça qu'après ils sortent armés dans la rue. Mais là en l'occurrence, quand ça se passe en France, les gens ils sortent avec des armes blanches. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas accès à des armes à feu. T'as compris? Et voilà. Hein. Mais du coup, quand ça se passe aux États-Unis, ben, les mecs ils sortent avec des flingues dans la rue, quoi. J'ai envie de te dire, c'est ça l'idée. Les mecs sortent avec des flingues dans la rue, comme ça s'ils se font attaquer. De toute façon, s'ils se font attaquer, c'est en mode fusillade direct. Mais du coup, voilà, les gens en France, voilà, comme tout le monde n'a pas accès aux armes, voilà, et les mecs ils sortent avec des armes blanches, c'est tout. Hein. Oui, donc là, dans le rayon barbouzerie, je vais revenir vite fait sur ces histoires de burn-out au boulot. Donc, quand tu te fais barbouzer, et quelque part, quand tu te fais barbouzer et que tu es au boulot, tu commences à le comprendre quand même, quelque part. Quand tu n'es pas stupide, tu commences à comprendre que tu te fais barbouzer. Mais évidemment, tu ne sais pas qui te barbouze. Tu vois, en l'occurrence, si tu n'arrives pas à identifier qui te barbouze, tu ne sais pas. Et c'est un truc à te faire péter les plombs. Et donc là, l'extrait que je vais te mettre, les 2 extraits, il y a 2 extraits, c'est des gens clairement qui pètent une durite à mon avis parce qu'ils se font barbouzer. Et comme ils se font barbouzer, en fait, ils finissent par péter une durite, même pour un rien. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, quand tu pousses les gens jusqu'à un certain niveau de barbouzerie, à un moment donné, la moindre chose peut les faire déraper. Tu vois ce que je veux dire? Le moindre truc peut faire que le type va partir en sucette. Tu vois ce que je veux dire? Bref.
Ouais. Et donc là, dans le rayon citoyen lambda qu'on a plein le cul de se faire barbouzer, je vais te montrer une vidéo là où il y a une meuf dans les transports en commun. Elle a son sac avec elle, un sac de course, tu vois. Mais sur le sac de course, je te commente même pas le truc, je vais te mettre la vidéo, tu vas rigoler. Alors il y a des gens, ils vont me dire c'est pas marrant, mais suppose que la meuf là en l'occurrence, la dame là, je sais pas quel âge elle a, mais bon voilà, suppose que ce soit une personne qui se fait barbouzer. Évidemment là, parce que là en l'occurrence dans la vidéo c'est une meuf qui a un voile, qui a un foulard, tu vois. Donc du coup elle fait partie d'une communauté en particulier, t'as compris? Mais du coup elle a ce sac là, tu vas, toi en tant que citoyen lambda, tu vas dire ouais c'est de la provocation, t'as vu, nanani, par les temps qui courent, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Mais si c'est une personne qui se fait barbouzer, toi, en tant que citoyen lambda, tu sais pas que cette personne-là se fait barbouzer. Donc, tu comprendras pas pourquoi elle fait un truc comme ça. Mais en gros, c'est un message, je pense, aux barbouzes, aux gens qui sont en train de la barbouzer. Ces gens, enfin, tu vois, si j'en attrape un, ça va mal se passer. Tu vois, je pense que c'est ça le message qui est envoyé, en fait, avec ce sac qu'elle a mis à côté d'elle, là, dans le bus. Bref. Je pense que il y a volonté d'effrayer. Je pense que non, je pense qu'il y a volonté d'effrayer pour de vrai. Je pense qu'il y a volonté de mettre un petit coup de pression, tu vois. Genre, en gros, là, elle est en train de dire Bellec. T'as vu? Je suis gentil, tout ça, nanani, mais Bellec. Bellec. Possible que ce soit un message subliminal. On ne sait pas, en fait. Surtout dans tous les centres commerciaux, dans tous les magasins, il y a des sacs plastiques, des sacs en papier, des sacs en carton, des sacs cabas. Sur tout ce genre de sacs là, c'est lui que tu as choisi. Comme par hasard. D'ailleurs, tu as regardé tous les sacs, tu as dit ah non, lui il est moche, lui non, moche, moche. Lui... Ah, c'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il me fallait. Boum. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah, t'es clairement en train de nous dire, les gars, me faites pas chier. Me faites pas chier. Moi, je mets pas des coups de babouche. Moi, je mets pas des coups de babouche. Moi, c'est autre chose. Alors, coup de pression comme ça, gratos. En plus, la France n'entra plus votre veste. En ce moment, la France, elle est sur Aya Nakamura. Vous êtes tranquille, là. Ouais, coup de pression quand même. Ah oui. Et là, je reviens vite fait sur l'extrait que je t'avais mis, hein, où je t'avais expliqué que les mecs, au State, les flics, ils vident le chargeur sur les mecs... Même quand il n'y a rien du tout, quasiment, les mecs, ils vident leur chargeur sur le type qui n'a rien fait. Quasiment, tu vois. Comme je t'ai dit, style le type, il bouge un sourcil, il se fait mitrailler, quoi. Et donc là, l'extrait que je vais te mettre, tu vas voir. Le type, c'est un flic, hein. Ils arrêtent un gars. Le gars, il est menotté, hein. Il bouge pas, il est calme et tout. Le flic, il marche, comme ça. Genre pour aller jusqu'à sa voiture. Et en fait, il y a un truc qui tombe sur sa voiture. Le mec, je pense qu'il a dû croire qu'il était dans un des épisodes de John Rambo, à mon avis. Tu vois, est-ce que je vais même pas commenter, c'est tellement c'est un sketch le truc. Mais c'est un sketch dangereux parce que le mec il vide son chargeur quand même. Alors ça va, il a touché personne, mais t'imagines, hein, le mec vide son chargeur comme ça, il y a des passants dans la rue. Hein. T'as vu? Je crois le type il a dû croire qu'il était dans Max Payne. Je te mettrai un extrait pour ça. Ce policier américain confond le bruit d'un gland avec des tirs et ouvre le feu sur un homme. L'agent a littéralement vidé son chargeur en direction de la voiture de patrouille où se trouvait un suspect menotté sans toutefois le blesser. Dans cette vidéo rendue publique par le shérif du comté d'Okaloosa, on voit un agent regagner son véhicule garé le long d'un trottoir sous un chêne. À l'arrière de la voiture se trouve un suspect de 24 ans tout juste interpellé. C'est à cet instant qu'un gland tombe sur la carrosserie du toit. Une seconde après la chute, le policier se met à crier. Il se jette alors au sol, roule sur lui-même, sort son arme et tire à plusieurs reprises en direction de son véhicule. Des galipettes, des roulades, des saltos. On l'entend même crier, alors que
Mais en plus, il ment. Une collègue du policier En plus, il ment. à proximité dégaine elle aussi son arme et vide son chargeur sur la voiture. Le suspect présent dans le véhicule n'a été touché par aucune des multiples balles qui ont frappé la voiture. Et Il n'a pas été touché. déterminé que ce dernier ne portait aucune arme. Vous avez vidé La 2 chargeurs, vous l'avez raté. avoir Vous êtes confondu nul, à bout portant. du gland Quasiment. avec une détonation. Oh, nul. a été Nul à chier. coupable Nul. Où d'usage vous avez fait vos excessif formations? de force Nul. létale et a démissionné. Nul, bah oui, démissionne. Nul à chier. Oui, donc là, ce qui me permet de faire la transition là, avec les JO, là, les JO qui sont organisés en France, hein, évidemment, où là, tout le monde s'attend à une barbouzerie. Hein. Tu auras compris, vu les tensions internationales, etc., je te fais pas un dessin hein, sur le nombre d'équipes de barbouzes que j'ai envie de te dire qu'ils sont à pied d'œuvre pour qu'il se passe quelque chose en France. Hein. Et sur le format attentat, hein, t'as compris hein. Sur le format attentat, évidemment, t'auras compris, ce sera possiblement genre un attentat islamiste avec, tu vois, la brochette habituelle, hein, quelques Arabes, quelques Noirs, voilà. Ce qui me permettra aussi de faire une transition, là, vite fait. Je te dis ça parce qu'il y a une séquence aussi, enfin, une partie de ma vidéo freestyle dans un prochain épisode, là, qui concernera la France. En l'occurrence, et je te mettrai quelques extraits, mais bon, je te fais quand même le petit laïus là, pour que tu saches voilà, qu'il y a une jonction entre ce que je t'explique là et la vidéo qui parlera de la France, et des Noirs et des Arabes, enfin voilà, du clivage qui a été instillé, enfin voilà, qui a été, j'ai envie de te dire, même pas instillé, qui a été entretenu depuis toujours de toute façon, voilà, hein, qui fait que il faut pas grand chose après pour que ça parte en sucette, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. J'ajoute, je vais vous faire une confidence, hein, que je suis inquiet pour la sécurité des Jeux Olympiques. Alors je suis inquiet pas forcément parce que l'islam nous en veut, parce que nous aurions soutenu le gouvernement de Netanyahou, etc. C'est pas seulement ça. Mais pour moi, ce que je me dis, c'est que si j'étais à la tête d'un État comme Israël, par exemple, hein, un cas qui n'existe pas, hein, mais qu'est-ce que je chercherais à faire aux Jeux Olympiques? Je chercherais à faire un attentat qui soit imputable aux Palestiniens pour essayer de faire décroître leur cote dans le monde entier. Parce que un attentat énorme sur les Jeux Olympiques attribué à la Palestine et hop, tout le soutien actuel sur la Palestine s'envolerait et au plus grand bénéfice, bien sûr, à qui profiterait ce crime? À l'État d'Israël, bien sûr. Alors certains vont me traiter de complotiste, de tout ce qu'on veut, mais vous savez, moi j'ai occupé des postes dans lesquels j'ai vu la duplicité de l'Occident. J'ai pu mesurer l'ampleur de certains mensonges. J'ai pu les mesurer concrètement. Hein. Donc, ce genre d'action sous faux drapeau serait une bénédiction pour Israël. Un gros attentat en France avec une centaine de morts ou plus, l'équivalent de Moscou et peut-être en pire, fait par des proxys, bien sûr, hein, vous n'allez pas mettre mais par des proxys, mais commandité quelque part, comme l'a été l'attentat de Moscou par des services occidentaux, hein, ça serait tout bénéfice pour Israël. Et quand on connaît la machine et l'efficacité de cette machine qui s'appelle le Mossad et les services actions d'Israël, on peut compter sur eux pour prévoir ce genre de choses. Enfin, moi, je sais ce que je ferais si j'étais à leur place. Mais bon. Ouais, donc là, tu as vu l'extrait que je viens de te mettre. Là, c'est un jeune. Hein, il est choqué par ce qu'il a vu. Et donc, ce qu'il a vu, c'est c'est a priori des poteaux de la life. Hein, des potes de toujours. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, après, ils sont 3. Je crois, ils sont 3 dans la vidéo. Et du coup, ouais, ça part en sucette. Et l'autre, comment dire, voilà, il y en a 2 qui se mettent sur un des gars, et voilà, hein, ça finit mal, quoi, j'ai envie de te dire, entre guillemets. Et je suis choqué, je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là,
âme sensible, ne regardez pas cette vidéo. Et je suis choqué. Continuez à faire confiance à vos potes. Et faites attention avec qui vous traînez. Et avec qui vous voulez capter. Parce que c'est une dinguerie. Je suis choqué. Je vous jure, c'est une dinguerie de faire ça. Continuez à faire confiance à des inconnus. Hein? Ça y est, parce que tu as grandi avec cette personne-là. Cette personne-là, elle est venue manger chez toi. Cette personne-là, elle est venue dormir chez toi. Que forcément, tu es... Tu te dis, ouais, c'est mon cousin. Non, même pas. Tu te dis, ouais, c'est comme mon frère. Lui, jamais il va me faire quelque chose. Jamais. Limite, il sera entre la vie et la mort. Ouais, j'ai besoin d'un rein. Wallah, il a la plupart, vous serez capable de donner votre rein pour votre meilleur pote. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas lire dans les pensées des gens. Hein? T'as des gens qui sont en train de pleurer, mais ça se trouve, ils ont un fond, il est dégueulasse, ils pensent juste à te tuer. Regardez, prenez juste un exemple sur ce jeune homme skin. Son pote, oui, allô, viens, on se capte, ça fait depuis. Il est parti juste capter son sahab. Ils se sont retrouvés tout seuls, son sahab, il a sorti un couteau, il a commencé à le poignarder. Vous trouvez ça normal? Même quand ça parle d'argent, je vous jure que l'humain, il change. Hein? Limite, là, maintenant, on vous propose 1000 balles. Il y en a, ils seront capables de tuer une personne pour 1000 balles. Pour vous dire, on vit dans un monde. Méfiez-vous. Faites attention avec qui vous parlez, avec qui vous traînez. Si quelqu'un vous donne à manger, méfiez-vous. Parce qu'il y a des gens... Certes, il reste encore des bonnes personnes, mais il faut se méfier. T'as des gens, ça se trouve, ils vont te mettre du poison, là, du suhour dans le truc. Ils vont dire, tiens, mange. Juste par jalousie. Moi-même, j'ai connu ça, Allah yasser. Méfiez-vous, Allah yahdi les makhalak, parce que c'est vraiment une dinguerie. Et ne regardez pas la vidéo parce que vous êtes traumatisés. Oui, donc là, l'extrait que je te mets là aussi, c'est par rapport à ces dédoublements de personnalité. Hein. Tu auras compris que quand les gens se font barbouzer, comme je t'ai expliqué, c'est voilà, pour essayer de t'envoyer en psychiatrie ou des trucs comme ça. Et comme je t'ai expliqué, voilà, quand tu te fais barbouzer comme ça de ouf, ils essayent, soit, comme je t'ai expliqué, de créer une dissociation de personnalité. C'est ça qu'ils essaient de créer dans la tête des gens, tu vois. Qui fait qu'après, il peut se passer ce que je viens de te montrer dans la vidéo juste avant. C'est-à-dire, si les mecs, ils ont des personnalités multiples dans leur tête, voilà, après, il y a moyen d'activer ces personnalités-là. Et si, lors d'une dissociation de personnalité comme ça, si jamais c'est quelqu'un qui s'est fait barbouzer de dingue, il va développer une personnalité ultra agressive, tu vois, mais qui sera genre en sommeil, tu vois, dans son esprit. Mais du coup, après les barbouzes, ils vont essayer de... Une fois qu'ils savent que genre ils ont créé cette personnalité-là, après ils vont essayer de trouver le moyen... Enfin, quel sera le déclencheur, tu vois, de cette activation de personnalité ultra-violente, tu vois. Il existe des cas de manifestation encore plus actifs, où la subpersonnalité prend l'énergie vitale, non seulement de la personne hôte, mais aussi celle des personnes qui l'entourent. Une telle subpersonnalité prend le contrôle total du corps et de la conscience de la personne, la soustrayant à tout contrôle en tant que personnalité. Si le corps est comparé à une voiture et la personnalité au conducteur, le conducteur est remplacé et la subpersonnalité se trouve derrière le volant. À l'extérieur, cela peut se manifester de diverses manières. Lorsque la personnalité est remplacée par la subpersonnalité, la posture du corps, le regard, le timbre de la voix et l'expression du visage peuvent changer. Cela donne à la subpersonnalité la capacité d'atteindre le champ énergétique des autres. Cette subpersonnalité agit de manière assez agressive dans son désir de se nourrir de l'énergie des autres, allant de la provocation d'émotions négatives, au meurtre, ou même à une série de meurtres. Nous connaissons tous les exemples de maniaques qui, après avoir été arrêtés, ont déclaré qu'ils n'étaient pas les auteurs des meurtres, mais seulement des observateurs involontaires. Tout dans ce monde évolue et se développe. Il en va de même pour les subpersonnalités actives. Ayant accumulé suffisamment de pouvoir et ayant maîtrisé certaines pratiques, elles sont capables d'une réincarnation consciente. En d'autres termes, une telle subpersonnalité se souvient de toutes ses expériences et connaissances passées lorsqu'elle se manifeste dans un nouveau corps. Elle est capable de contrôler non seulement le corps, mais aussi les flux de puissance du vril, ce qui lui donne un avantage indéniable sur une jeune personnalité non formée. Ainsi, la subpersonnalité a accès non seulement à la force vitale de l'hôte, mais aussi à celle des autres. Elle l'utilise activement en prenant ce pouvoir au vivant et en le stockant pour elle-même afin de prendre le pouvoir sur la nouvelle personnalité lors d'une réincarnation ultérieure, afin de la servir et de tuer des vivants pour prolonger son existence.
Ces morts vivants causent un grand tort aux vivants. Cela devient particulièrement dangereux et peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de l'humanité lorsque ces subpersonnalités actives s'unissent, prennent le pouvoir et créent des situations sur la scène politique mondiale dans lesquelles des nations entières périssent. Il est important pour nous, les vivants, d'être conscients de ce problème et de pouvoir nous défendre. Ne laissez pas les morts diriger ce monde. Les morts devraient être dans le monde des morts. Ils n'ont rien à faire dans le monde des vivants. Il y a des cas dans lesquels une subpersonnalité entre en symbiose avec une personnalité, agissant comme un sage conseiller, une voix dans la tête. Elle aide réellement à résoudre toutes sortes de problèmes matériels et peut même aider une personne à devenir populaire et brillante. En règle générale, ces cas sont décrits comme quelque chose de bon, d'utile, alors qu'en réalité, c'est loin d'être le cas. Un exemple de ces personnalités brillantes est le philosophe grec ancien Socrate. L'assistant invisible de Socrate s'appelait Démonius. Le démonium, également démon, du grec démonion, divin, est un concept philosophique connu principalement par l'héritage écrit des disciples de Socrate, Platon et Xénophon. Il désigne la voix intérieure qui, au moment crucial, avertit et donc dissuade d'une entreprise dans laquelle se cache un danger pour le bien-être corporel ou moral. Tout aussi prudemment, il est dit de ne pas confondre ce concept avec un démon. De quoi s'agit-il dans ce cas? Après tout le divin se manifeste sous la forme de sentiments émanant de l'âme, mais pas comme une voix dans la tête ou un interlocuteur invisible. En fait, c'est un démon sournois qui, au moment opportun, laissera tomber la personnalité, tuera le corps et la réduira en esclavage. C'est ce qui est arrivé à Socrate. Il a été condamné à mort sous l'accusation officielle d'avoir introduit de nouveaux dieux et corrompu la jeunesse dans un nouvel esprit. Comme Socrate était bien traité, il a eu la possibilité de plaider coupable et d'éviter la peine de mort, mais un assistant invisible l'a incité à faire autrement, rester sur ses positions, même si tous les faits étaient contre Socrate. Naturellement, les juges indignés ne lui ont pas donné de seconde chance et l'ont condamné à mort en absorbant le poison de la ciguë. Ce qu'il fit. Pour la subpersonnalité, l'assistant invisible de Socrate, ce fut une victoire, mais pour la personnalité de Socrate, ce fut une défaite spirituelle. En effet, non seulement il est devenu lui-même une subpersonnalité, mais il est aussi devenu l'esclave de son assistant. L'histoire de l'humanité est remplie de nombreux exemples de génie humain dû à un tel assistant démoniaque. Je te dis ça pourquoi? Bon, t'auras compris, vu que je t'explique les trucs de barbouzerie sur les téléphones et compagnie. Hein. Là, récemment, en ce moment, hein, de toute façon, parce que comme je t'expliquais, la barbouzerie continue. Mais là, du coup, compte tenu des 2 vidéos que je t'ai fait juste avant, la barbouzerie a augmenté là, sur mon téléphone. Tu vois, là, je sais pas, il y a combien d'équipes qui se branchent sur mon téléphone à chaque fois, hein, avec des trucs type Pegasus. T'auras compris. Là, dès que j'allume, enfin, tu vois, tout ça, je le vois, je le comprends. Bref, je le vois, je le comprends, mais ça me fait chier, t'as compris? Parce que voilà, après je suis obligé de réinstaller mon téléphone. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Avant de réinstaller mon téléphone et de me prendre quelque part la gabegie avec mon ordinateur portable, j'essaye de verrouiller un petit peu le truc, tu vois. Et notamment sur mes comptes en ligne, hein, t'auras compris, parce que avec mes comptes YouTube, TikTok et compagnie, voilà, hein, les barbouzes qui sont sur mon téléphone, là, ils espèrent qu'une chose, c'est essayer de m'empêcher d'avoir accès à mon compte, tu vois, en me barbouzant comme ça, là. Ils essayent. Après, si jamais je fais une erreur, c'est-à-dire je réinitialise mon téléphone, mais que j'oublie genre de verrouiller le truc, c'est-à-dire qu'après, j'arrive pas à me reconnecter sur mes comptes. Et avec ces histoires de double authentification, comme je t'ai expliqué, avec ces histoires de double authentification, si t'as pas bien verrouillé le truc, mais après pour récupérer ton compte, c'est ultra compliqué mon gars. Un truc de fou, hein, je t'ai expliqué. Hein. Avec mon ordinateur Mac, qu'est-ce qui s'était passé, hein. Comment j'ai eu du mal à récupérer mon compte. Hein.
Bon bref, et il y a des gens comme ça qui se font en fait pirater leur compte, tu vois, et après ils peuvent plus récupérer leur compte. Enfin, tu vois, après ils étaient obligés d'aller porter plainte, blablabla, bla, bla, tu vois. Voilà l'histoire, quoi, tu vois. Et donc là, en l'occurrence, pour mon compte TikTok, donc je réinstalle avant de réinstaller mon téléphone, je verrouille le truc par rapport à TikTok, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un SMS, mon gars. Je reçois un SMS, hein. Écoute bien l'histoire. Je reçois un SMS de double authentification qui m'envoie le code de double authentification pour bien verrouiller que c'est moi qui est en train de bidouiller mon compte. Tu vois, mais quand je te dis bidouiller mon compte, c'est verrouiller le fait que j'ai bien mis un mot de passe, que j'ai bien mis la double authentification. Et tout ça, quand tu fais des modifs sur le compte, ben, il te demande la double authentification pour vérifier que c'est bien toi qui fais des modifs sur ton compte. Et là, en l'occurrence, sur mon compte TikTok, qu'est-ce qui se passe? Je reçois le SMS. Mais du coup, j'arrive pas à faire le copier-coller tout de suite. Tu vois, enfin, le copier-coller, il marche pas directement sur le téléphone. Donc, je rentre dans le SMS. Et quand je rentre dans mes SMS, le SMS le message de la double authentification du TikTok a été supprimé sous mes yeux. Véridique ce que je te dis. J'ai le code sous les yeux, le message il disparaît. Ça veut dire le message TikTok que j'ai reçu, il n'y avait plus de message. Il n'y avait plus le message. Donc je refais le truc de la double authentification. Donc je reçois un autre SMS. Mais ça veut dire que ça, c'était pour avoir accès à mon compte TikTok, ça. Tu vois? C'est ça qu'ils ont fait. Hein. Pour avoir accès à mon compte TikTok et pour vérifier quelque part ce que je dis sur mon compte TikTok. Parce que peut-être ils n'y ont pas accès. Tu vois ce que je veux dire? Les barbouzes qui suivent le contenu que je diffuse sur YouTube, ils se disent que peut-être sur TikTok, je diffuse peut-être un autre contenu, tu vois, qui n'est pas sur YouTube. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont voulu, je pense, se connecter sur mon compte TikTok. Alors, je ne sais pas s'ils ont réussi. J'ai eu l'impression que non, parce que quand j'ai vérifié vite fait qui avait pu se connecter ou pas, avec quel truc, j'ai l'impression que non, mais peut-être qu'ils ont réussi à établir une connexion. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux récupérer les statistiques de ton compte. Alors, je vérifierai plus tard. Je ne sais pas ce que contiennent les statistiques de ton compte. Je ne sais pas si ça contient tes followers, les gens que tu as likés, les messages que tu as envoyés. Je ne sais pas ce que contient les statistiques en question. Mais bref, voilà, tu as compris. Hein. Oui, parce que mon téléphone, il y avait un problème dessus. Alors évidemment, on va me dire, ouais, c'est peut-être l'application qui est buggée ou je sais pas quoi. Mais là, en l'occurrence, l'application que j'utilise pour ma formation qui est actuellement, en ce moment, là, j'ai passé la moitié de la nuit à réinstaller mon téléphone, mon gars. À un moment donné, j'ai été me coucher, j'ai capitulé tellement tellement j'étais énervé déjà. Que, tu vois, pour récupérer mon compte, parce que là j'étais dans le même scénario qu'avec mon Mac, hein. Cette histoire de téléphone dont le numéro n'a pas été changé, soi-disant. Bon, bref. Donc là en l'occurrence, pour finir avec cette explication sur les personnalités multiples, hein. Je t'ai dit, quand tu te fais barbouzer comme ça, la vérité, heureusement, enfin, tu vois, quelque part, heureusement que j'ai la personnalité que j'ai, tu vois. Un autre que moi, je pense, qui est moins solide intellectuellement et psychologiquement et qui ne comprend pas ce qui se passe, la vérité, tu peux péter une durite. Hein. Un truc de fou. Et quand je te dis péter une durite, c'est sur le format, ce que je t'ai expliqué. Hein. Tu sors dans la rue, tu veux chlasser quelqu'un. Et si tu veux pas chlasser quelqu'un, t'as compris. Hein. C'est des trucs comme ça. C'est ça, la barbouzerie, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et évidemment, ça fonctionne comme ça parce qu'un type qui se fait barbouzer, qui après va faire une dinguerie dans la rue, le récit va être récupéré. C'est une certitude. Ils vont te raconter n'importe quoi à la télé. Ouais, il a fait ci, il a fait ça, mais sans t'expliquer. Même si le type il a fait ça, il t'explique pas les raisons profondes qui font que le type a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? On va dire que c'est un mec radicalisé, blablabla. C'est toujours pareil, hein, mais bon, bref. Et tu t'imagines bien quand les gens sont trop barbousés comme ça, nécessairement, les gens ils finissent par tomber dans une espèce de radicalité. Et si c'est pas une radicalité religieuse, c'est une radicalité intellectuelle, j'ai envie de te dire.
C'est-à-dire que parce que crois pas qu'il y a que des Noirs et des Arabes qui se font barbouzer, hein. Il y a aussi des Blancs. Hein. Mais donc du coup, tu vois, le format est adaptable en fonction de la personne que t'es. Voilà, si t'es un Blanc, ils vont s'arranger pour que le fait de te barbouzer te transforme en un raciste anti-noir et anti-arabe, tu vois, et vice-versa. Si c'est un Noir ou un Arabe ou un Maghrébin qui se fait barbouzer, ou même toute autre ethnie, même un Asiatique ou tout ce que tu veux, en fait, si quelqu'un comme ça se fait barbouzer, ben nécessairement, tu vois, tu vas devenir énervé un petit peu, tu vois. Bref. Oui, donc là, je te mets aussi un extrait qui concerne l'histoire du ferry, là, enfin du porte-container qui a défoncé le pont aux États-Unis, là. En fait, il y a une meuf là qui fait une longue explication de ce que ça pourrait être, en tout cas de ce qu'elle explique. En tout cas, c'est pas des comment dire, c'est pas des petits hackers qui ont fait ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a deux solutions. Soit c'est un autre État qui a fait ça, soit, comme ils disent des fois, dans ce qu'on appelle la complosphère, c'est un inside job. C'est l'un ou l'autre. Hein. Mais bon, tu as compris que de toute façon, peu importe l'effet de toute façon d'un tel truc, sera forcément désavantageux pour toutes les parties. Tu vois? Parce que si c'est un inside job, de toute façon, on essaiera de te faire pas mettre ça sur le dos d'un autre pays. Et donc, je te fais un dessin sur les pays sur lesquels on pourrait dire qui sont à l'origine de ce truc-là. Mais du coup, c'est pareil. Hein, si de toute façon, même si c'est un boulot de barbouze extérieure, de toute façon, le résultat, c'est que ça attise toujours un peu plus les braises, de la guerre, entre guillemets. We need an investigation. What is your investigation telling you? Well, I have a better question for you, Steve. Why are you coming to the mic telling the country that it's not terrorism when your own intelligence agencies are telling you it is? And I know they are, because I didn't make this up. These are not my words, right? I'm talking to people who are on the inside, some who are on active duty, some who are retired, and everyone, literally, from critical infrastructure in Department of Homeland Security to the intelligence agencies, they know there's no other, this is a cyber attack on a critical infrastructure corridor for the United States. This is, for those people who think this is just a river, this is in Baltimore, what does this matter? You don't know anything about what you're talking about. The I-94 corridor on the eastern seaboard is literally what connects the north and south. And when I talk about hazardous materials, right, this is a brilliant, well-planned strategic attack on one of the most important supply chains in the United States of America. The only other one is in the western side in California. That's the only one that's busier. And what you have done, you now have shut it down. And when I talk about hazardous materials, what are we talking about here? This is refined fuels, right? This is propane gas. This is diesel. This is fuel. This is flammable materials. This is oversized loads, nitrogen, chemicals. Everything that you need for your economy to move has literally just been shut down for 4 to 5 years. And how did they do it? They knew that they had to target one of two main anchor points on that bridge. There are two load-bearing pylons that any structural engineer can identify that are on the end of each side of the bridge. These are the ones that are thicker and stronger than anything else on that bridge. And when you hit one of those pylons, when you take that out, the reason you see so much of that bridge collapse instantly is you just brought 50% of the span of that bridge coming crumbling down. And what you don't see beneath the surface of the water, Steve, is absolutely catastrophic. It is a structural nightmare and a logistical nightmare because you have the entire bottom part, the concrete part of that bridge, and you don't know the extent of the structural damage to that.
And you won't know it until you pull all of that infrastructure out of there and you get to look at it. And so you're talking 3 to 5 years at best. And what you're talking about here is probably building a new bridge. So what you have effectively done now, you've shut down the I-95 corridor that's above ground. So now you're going to have to go north to New York. You're going to have to go south to North Carolina. And your trucks, your hazardous materials are going to have to go around Baltimore now. They're not going to be able to go through it. And what else did you do? You shut down the sea corridor, the shipping corridor, because now the port is shut down, right? And so all those tankers that are out at sea that have hazardous materials on them, those are going to have to all be rerouted. And why can you not move hazardous materials through the tunnel? Why is this such a big deal? Because they created that bridge because hazardous materials, for example, oversized loads, they don't fit in the tunnel system. Yep. And there's other loads that are so dangerous that they require a permit. It takes time to get a permit. It costs money to get a permit. It requires an escort, right? You've seen it on the highways sometimes. You've seen when you have these massive oversized loads and they've got escorts all around them, these huge convoys. Well, what do you do on one of the busiest corridors in the United States? You don't shut it down in the day so this can happen. That means you can only move this stuff at night, which automatically impacts the amount of traffic that you can use. The tunnel is going to be overloaded. This is what you call death by 1,000 cuts. It is an absolutely catastrophic attack on critical infrastructure, and you cannot see it because a cyber attack is unseen. Just like the attack on 2020 on the voting machines that you cannot see. Okay, I want to go. You just had this big thing with the FBI talking about what the Chinese Communist Party's cyber hacking unit that they've been monitoring for 10 years, and now they're saying it's out of control. Are your sources telling you that they feel there's enough information out there that it is a cyber attack, and is it a state actor or non-state actors? 100%, yes. They are saying that this is a cyber attack. You didn't have a terrorist group board the ship and commandeer it and take it over. You had somebody hack into the systems on board the ship, the GPS system, and reroute that ship. They did it in the middle of the night because they didn't want the crew to be awake. They didn't want everybody to be on full high alert. They wanted everybody to be asleep and you trying to wake people up and rouse people, because when I spoke to one individual who has, let's just say he worked in Baltimore for many, many years and was there when that bridge was opened. He knew when he looked at the security camera video of the harbor, the long version, the 7 minutes, he knew from the start of that video when he looked at that ship that it was not in the channel. You need to be in the channel to make that turn, to have any chance of making that turn. So now you're traveling. That is a river that flows pretty quickly, Steve, even under normal circumstances, right? And at a certain point, you're committed. That ship is heavy. The load is heavy. The water flowing at a certain speed. You've got very little room to maneuver. So at a certain point, there was absolutely nothing that they could do to stop that ship from the course that it was on, because they were not in control of it. And they had all of these other factors coming into play. So when terrorism and counterterrorism experts look at this, when people who know critical infrastructure, there's a number of different people that I've spoken to, cyber people, when they look at it, they know exactly what they're looking at. And so it's extraordinary that anybody could come out now when they haven't had time to do an investigation, I know for a fact that they're getting people inside their agencies that are telling them what they're telling me, and they're making public statements that completely contradict what anybody who knows this terrain, who knows it, and I don't just mean the physical terrain, I mean the cyber terrain, and the terrorism terrain, and the critical infrastructure terrain, and all of that. I mean, I've talked to people whose job after 9/11 was to identify, if you were Al-Qaeda and you wanted to capitalize on that attack, how would you do it? They were the people that came up with the term death by 1,000 cuts.
And what you're looking at now is exactly what they feared terrorist groups would do to really exploit the advantage that they had after 9/11, because you are bringing the United States to its knees step by step from within. Laura, how can people follow you on this? We'd love to have you back on the next couple of days. How do people, social media, podcast, all of your information, your writing, where do people go? You can find me on X. I'm putting most of this information out on X, and I want, I really want to emphasize, Steve, strongly. We are in an undeclared war right now, and these are not my words. I'm not making this up. This is coming from people who really know and who ordinarily would never ever talk to me. But we've reached a point in this city. I think, if you look at the quote of one of the intelligence analysts that I spoke to, right? I'm just going to read it to you very, very briefly, okay? It's not long, and it really sums it up. He said, "They have figured out how to bring us down. As long as you stay away from the teeth of the U.S. military, you can pick the U.S. apart. We are arrogant and ignorant, a lethal combination." Obama said they would fundamentally change America, and they did. We are in a free-fall ride on a roller coaster right now. No brakes, just picking up speed. And I would urge people, watch very carefully the people that tell you that this attack doesn't matter. Stop following them on Twitter. Discount everything they say because they're either totally ignorant and useless, or they are a plant. And there's a lot of Anons out there, right? And I follow a lot of Anons. And I appreciate and respect the work that they're doing. But we're in a moment of truth now. We have very, very little time. When you start to shut down, hazardous materials and the shipment of fuel, you know what that means. It means everything goes up. It means food goes down. The access to food and critical infrastructure, that means that goes down. Prices go up. This is catastrophic for the American people, and it's catastrophic for this country. But it is a financial and economic attack. If you're not going to see tanks rolling down the street, stop looking at the type of, conventional war and saying to yourself, well, if I don't see this, then it means we're okay. If people need to understand what they're looking at. And for those people who say, well, the FBI, isn't it interesting? Christopher Wray just put this big counterterrorism guy, he put him in charge of the FBI office of Baltimore just yesterday. And this is the guy that's out in front of the cameras already. Well, isn't that amazing, right? Do you believe in coincidences? I don't believe in coincidences anymore. None of this happens by chance. This happens by design. And the problem that we have is that people in power in this country are complicit in the breakdown of American infrastructure and America's defenses. And Steve, this is one thing that's really important for people to understand. If you step back from this for one single moment, you will notice a pattern developing here. When we left behind $80 billion of equipment in Afghanistan, nobody said we had to do that. There was no one with a gun to the administration's head saying, get out of Afghanistan by this date. They said, oh, we made a deal with the Taliban. Oh, wait a minute. You made a deal with a bunch of terrorists? You're the world's superpower. You chose a timeline and you chose an exit that resulted in handing $80 billion of advanced military equipment to your enemies. Well, what did that do? It reduced the advantage that America had on the battlefield because you narrowed the gap by giving them technology that spent years, cost the taxpayers hundreds of millions, if not billions of dollars to develop. You gave that to your enemies. What did the Taliban do? They gave it to Russia. They gave it to China. They gave it to Iran. They gave it to whoever they needed to do to reverse engineer it and figure out how to use it. Then what do you have? Years later, remember when under Obama, when the drone went down, there was a stealth drone that went down over Iran, and the Obama administration chose not to recover it. Well, I know people who were on a team of American intelligence operatives doing other work. They were on the ground in Iran. They were literally within less than an hour away from that drone. They had it within arm's reach. They could have gone and recovered it. And they were told to stand down. The Obama administration left that stealth technology in the hands of the Iranians. Fast forward years later, what do you have happening in Iraq?
oh, you have an attack on a U.S. base where a number of U.S. soldiers died and it's not detected on the radar? Oh yeah, because you were using a stealth drone that you reverse engineered. So this has been going on for a very, very long time now. It started under Obama, it was interrupted by Trump, and it was continued under the Biden administration. I know somebody else who was in USASOC, who was horrified when he was seconded to the State Department to find that we had turned off satellite monitoring systems that were our counter-nuclear proliferation technology. The guy running that program in the State Department was playing cards on his computer, and he was ordered to stand down by his superior officers. There's not a direction that you can look in, Steve, where we have our leaders, people in power, have been systematically dismantling the defenses of the United States of America. And this attack is a wake-up call. Open your eyes and realize what you are facing, because they cannot afford for this election to take place. They cannot afford for Donald Trump to come into power. And there is absolutely nothing they will do. There was nothing, they will stop at nothing to prevent that from happening. And Donald Trump is just a life raft. This is not about one man. You can't gamble everything on one man and think he's got the power to fix it all. This is so much bigger than just Donald Trump. But he's a life raft. And without that life raft, you have no chance. Lara Logan, thank you very much. Amazing. Look. Achats en ligne, téléphonie mobile, réseaux sociaux, objets connectés. Le numérique est une révolution qui se résume en milliards de données personnelles. Une véritable mine d'or d'informations qu'il faut protéger des regards indiscrets. En Suisse, par exemple. Le pays avait tous les arguments pour devenir le coffre-fort numérique mondial. En 2020, chacun de nous va produire 1,7 mégaoctets de données par seconde, soit l'équivalent d'une chanson de 2 minutes. Ce volume double tous les 3 ans sous la pression de nos quotidiens hyperconnectés. Il s'agit en réalité d'une goutte d'eau dans l'océan du Big Data. Économie, santé, mobilité, défense, consommation, services. Depuis 2010, la révolution numérique dématérialise tous les pans de notre société. Aujourd'hui, son fonctionnement repose exclusivement sur l'exploitation des données numériques. Finalement, la donnée de nos jours sert à tout. Elle peut servir en tant que telle, elle peut servir pour valoriser d'autres biens et services. La donnée, en réalité, est utilisée par toutes les entreprises. Et le mouvement va plutôt, et de manière assez claire, vers une augmentation drastique de la collecte, notamment dans le cadre du deep learning, de l'intelligence artificielle, dont on sait que ce sont des dispositifs qui sont très gourmands en données, qui ont besoin d'être alimentés en données pour rendre le meilleur service possible. Le Big Data est une mine d'or qui génère 203 milliards de dollars par an. Ce trésor dématérialisé qu'il faut stocker et protéger des regards indiscrets aiguise les appétits d'entre eux. Bienvenue dans notre entreprise spécialisée dans l'ouverture de portes. Un verre d'eau? Non? Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile? Qui voulez-vous hacker? Que recherchez-vous? De l'argent? Vous voulez humilier quelqu'un, saboter un État? Obtenir la recette secrète de votre concurrent? Ou savoir ce que fait votre voisin la nuit devant sa webcam? Tout est possible. Il nous faut juste les bons outils. Je vous laisse réfléchir. Est-ce vraiment aussi simple? Les hackers sont-ils capables de paralyser un État? Et qui sont les acteurs de cette guerre invisible?
Quand on découvre ce qui a été publié, on est envahi par un sentiment indescriptible. Au début, on essaye de rester rationnel, de comprendre ce qui s'est passé. Mais très vite, on a la tête qui tourne. On se sent violé dans son intimité. En 2018, des hackers font main basse sur les données de plus de 1500 personnalités allemandes, notamment politiques. Un compte Twitter publie des conversations privées, des adresses, des numéros de carte bancaire et autres informations sensibles. Parmi les victimes, le militant écologiste Jürgen Resch. Des choses que je ne tenais pas forcément à raconter ont ainsi été rendues publiques. C'est une attaque personnelle d'une grande violence. Les enquêteurs interpellent l'auteur des faits dans une chambre d'enfant. Un lycéen qui s'était abonné à un site web lui fournissant les mots de passe de quelques 12 milliards de comptes Internet pour 2 € par jour. Extrait du rapport du procureur. C'est donc un très jeune homme, hacker débutant, qui aurait commis l'une des pires affaires de vol de données de ces dernières années. Le milieu des hackers est surveillé de près par la police judiciaire allemande. On observe depuis au moins 2015 la formation d'un véritable écosystème criminel, avec des prestataires qui proposent leurs services de façon très professionnelle et qui pratiquent la division des tâches. En clair, les hackers peuvent faire leur marché auprès de plusieurs vendeurs. Il existe même des offres d'emploi en ligne. Il faut bien se dire que ça se passe sur le Darknet, mais aussi sur le Clear Web, l'Internet traditionnel. Ces services sont proposés au grand jour. Quelqu'un se rend sur un forum dont il sait qu'il est fréquenté par des cyberdélinquants. Et il y fait une offre en disant par exemple « J'ai un code que vous pouvez utiliser pour un test d'intrusion ». Tout le monde comprend alors qu'il s'agit d'un programme malveillant destiné à compromettre la sécurité des systèmes d'information. Pas besoin de savoir hacker pour lancer une cyberattaque. Il suffit de frapper à la bonne porte. Lors de l'affaire de 2018, ce sont les mots de passe de 1500 personnes qui ont été proposés à la vente. Mais comment leurs données s'étaient-elles retrouvées sur un site web? Et où se situait la faille? Les hackers ont plusieurs moyens de pénétrer dans un système informatique. Ce dernier peut être comparé à une maison. Les fondations, c'est le matériel, tandis que la cryptographie représente le codage des données. Les murs et le toit, ce sont les logiciels. Ils offrent plus ou moins de points d'entrée ou interfaces. Ils sont protégés par des verrous, les mots de passe, plus ou moins difficiles à forcer. Choisir un mot de passe trop simple, négliger les mises à jour ou cliquer sur une pièce jointe infectée revient donc à sortir de chez soi en laissant la porte grande ouverte. La plupart des attaques informatiques ciblent les utilisateurs commettant ce genre d'erreur. Les hackers ne laissent pratiquement aucune trace. Une fois dans la place, ils avancent toujours plus loin, jusque dans les zones les plus secrètes de notre intimité. Plus ils en sauront sur leurs victimes, et plus il leur sera facile de monnayer les données. La notion de sphère privée n'a aucun sens pour eux. La principale faille de tout système, c'est son utilisateur. Celui qui clique sur une pièce jointe infectée, par exemple. Le hacker a alors plusieurs options. Les attaques par rançongiciel consistent à chiffrer l'ensemble des données du disque dur. Si elle n'a pas fait de sauvegarde de sécurité, la victime devra payer pour les récupérer. Les logiciels malveillants, eux, permettent d'espionner un système, voire d'en prendre les commandes à distance. Plus simple encore,
un courrier électronique qui renvoie vers un faux site, ressemblant à s'y méprendre à celui de votre banque. Si vous cherchez à vous y connecter, les frappes de votre clavier seront enregistrées par les hackers qui auront ainsi accès à votre compte, le vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ex toxique là, il m'a envoyé un vocal. C'est quoi? Ah, je vais te faire écouter hein. Et fais écouter ce vocal à ton nouveau mec s'il te plaît là. Eh poto, t'as vu? Même si je suis plus avec elle, elle m'appartient. Elle est à moi. Donc t'as vu là, on va se faire la guerre. La guerre. T'es même pour une je m'en bats les couilles. Donc j'espère que t'as coffré de l'argent, parce que t'as vu une guerre, ça coûte des sous. Ça coûte des sous et ça dure longtemps. Moi j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, moi j'ai pas de limite. Je suis un gremlin. T'es quoi un gremlin? Et pour te débarrasser de moi, il va falloir que tu me fumes. T'as capté? Parce que je fais ta vie. Voilà. Je crois que je vais te déposer. Hein. Pourquoi, Cassia? Des fois on se précipite. Je pense on s'est un peu précipité là, voilà. Ah, t'as peur? Comment ça j'ai peur? C'est bizarre, t'as peur? Je sais pas, question de peur ou quoi. Je vois, j'ai l'impression que t'as peur. J'ai pas peur, peur c'est un grand mot. Nous on veut éviter le meshakil, t'as capté? Les meshakil on veut les éviter des problèmes, tu vois. Je suis pas là pour rentrer en guerre avec qui que ce soit, tu vois. Ok. Je suis un mec, j'aime bien. Moi je pense, je vais te déposer, on réfléchit, on fait un petit pont. Ouais. T'as capté? Et donc oui, là l'extrait que je viens de te mettre là hein, pour terminer la vidéo. Voilà, hein, t'auras compris que elle est détournée en fait la vidéo là. En l'occurrence, c'est un gars qui fait un espèce de sketch, on va dire entre guillemets. Mais c'est pour que tu comprennes quand t'as des barbouzes là, du genre de Monsieur Ku Klux Klan, hein, parce que rêve pas, c'est des gens, tu vois, ils ont tendance à jamais lâcher l'affaire quoi, tu vois. C'est des hystériques, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et ça veut dire que les mecs, tant qu'ils n'ont pas réussi à te glisser un truc, tu vois, tant qu'ils n'ont pas réussi à te faire une barbouzerie, quelle qu'elle soit, ils continuent les mecs. Tu vois, ils s'arrêtent jamais quoi. C'est ça, hein. Bref. Donc voilà, hein, sur ce, je termine cette vidéo là et donc je vais en enchaîner une autre là tout de suite de toute façon. Voire même deux. Hein. Parce que, de toute façon, tu auras compris, dans ce freestyle là, il est grave long en plusieurs séquences. Hein. Tu auras compris là, c'est un cluster de vidéos que je t'envoie là. Voilà, c'est ça. Hein. United States government that the CIA has a program. Whatever, I'm just going to say it anyway. Look, it's run by Kit Green. Kit Green, you know, is a guy, veteran CIA officer, and what they're doing is they are using the data from these DNA test what do you call it? Services, you know, the Ancestry, Ancestry.com, and what's the other one? 23andMe. 23andMe. Okay, they have backdoors. These companies, they tell you your data is secure with us, like your DNA, you know, is private and it'll be secure with us. Bullshit. Yeah. They have backdoors. CIA has backdoors to this data, and they're mining this data to look for genetic anomalies in the population. And this gets back to one of the problems I have with the way Grush phrased things when he said non-human